Il existe des rencontres qui nous traversent comme un éclair, des personnes surgissant dans nos vies avec une force inexplicable, éveillant en nous quelque chose de profond et de bouleversant. Parfois, ce lien paraît si intense que l'on se demande s'il n'y a pas derrière une logique dépassant toute raison. Lorsque l'on sent qu'une connexion est inébranlable, qu'elle résiste au temps, à la distance et même à la raison, peut-être assistons-nous à bien plus qu'un simple attachement émotionnel. Peut-être touchons-nous des couches inconscientes, ancestrales, où les âmes se reconnaissent avant même que les mots ne soient prononcés. Ce qui peut sembler irrationnel à l'esprit se révèle souvent d'une vérité profonde pour la psyché. Carl Jung lui-même soulignait combien ces forces invisibles nous unissent et nous transforment. Dans cette vidéo, nous explorerons comment ces connexions peuvent dévoiler quelque chose d'essentiel sur notre véritable nature. Si vous croyez que certaines rencontres ne relèvent pas du hasard, dites-le en commentaire. Je reconnais lorsque l'âme parle en premier. Pour Carl Jung, quelque chose de beaucoup plus profond opère derrière les liens qui nous marquent. Selon lui, la psyché humaine est guidée par des forces inconscientes qui façonnent nos relations et nos expériences les plus significatives. Quand une connexion nous paraît inébranlable, il ne s'agit pas seulement d'un fort attachement. C'est un miroir de l'âme, le reflet de parts de nous-mêmes que nous ne connaissons peut-être pas encore. La projection est l'un des premiers mécanismes que Jung décrit dans ce processus. Nous projetons sur l'autre des contenus inconscients, ombres, archétypes, désirs refoulés, réclamant reconnaissance. Ce que nous percevons avec tant d'intensité chez quelqu'un peut en réalité être quelque chose de latent en nous. Ainsi, l'autre devient non seulement un objet d'affection, mais un canal de révélation intérieure. Lorsque la connexion se révèle intense et inexplicable, elle est souvent animée par des archétypes profonds, tels que l'anima et l'animus, ces représentations intérieures du féminin chez l'homme et du masculin chez la femme. Ces archétypes servent de pont entre le conscient et l'inconscient, nous attirant vers des personnes qui incarnent des qualités que nous devons intégrer pour devenir entiers. Ce chemin d'intégration est ce que Jung appelait l'individuation. Ces liens ne sont donc pas simplement émotionnels, ils sont psychiques, symboliques et profondément transformateurs. La sensation que quelque chose est plus réel que réel naît de l'activation de contenus archétypiques transcendant le temps et la raison. Reconnaître cela nous libère de l'idée que nous ne ferions que fantasmer ou idéaliser. Au contraire, cela nous invite à explorer ce que l'autre éveille en nous et comment ce lien peut nous guider vers l'intégration de la totalité de notre être. Quelque chose de profondément révélateur se joue dans les rencontres qui nous déstabilisent. Ceux qui nous touchent avec intensité n'existent pas seulement en tant qu'eux-mêmes, mais activent des parts de nous-mêmes oubliées, refoulées ou niées. Jung nommait ce phénomène projection, ce processus inconscient par lequel nous attribuons à l'autre des contenus qui ne nous sont pas encore familiers. Dans ce miroir symbolique, notre ombre se reflète, tout ce que nous avons été conditionnés à refouler, juger, craindre ou désirer, mais que nous n'avons pas laissé émerger. Quand une connexion paraît inébranlable, une intense circulation de projections s'installe. Nous avons l'impression que l'autre nous complète ou nous atteint d'une façon inexplicable parce qu'il porte souvent des traits issus de notre propre inconscient. Les premières phases d'un lien enivrant sont ainsi marquées par des idéalismes, des passions dévorantes, des répulsions soudaines ou une familiarité irrationnelle. Nous faisons face à nous-mêmes, à un nous encore caché, désireux d'être reconnu. Ce processus est bidirectionnel. Nous projetons et nous recevons aussi des projections. L'autre voit en nous ce que nous ne sommes pas encore prêts à contempler en nous-mêmes. Cette mise en tension psychique alimente le lien d'une force si particulière qu'elle peut paraître surnaturelle, comme si quelque chose de plus grand s'opérait. Et, en vérité, c'est le cas, non à l'extérieur, mais en nous. L'ombre, concept central de la psychologie jungienne, n'est pas intrinsèquement négative. Elle renferme tout ce qui a été réprimé parce que non conforme à l'idéal du moi. Talent, désir, pulsion, intuition, voire amour. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui touche ces zones occultes, un mélange d'attirance et de malaise se déclenche. Parfois, c'est l'amour. D'autres fois, c'est le rejet puissant. En tout cas, ces réactions témoignent d'une rencontre impactant notre monde intérieur le plus profond. L'intensité de la connexion n'est donc pas une erreur d'interprétation,
Elle signale qu'une vérité essentielle cherche à émerger. Nombre de ces relations se mutent en véritables catalyseurs de transformation radicale. Nous remettons en question qui nous sommes, ce que nous voulons et ce que nous devons guérir. L'autre devient un miroir symbolique qui, en renvoyant notre ombre, nous invite à l'intégrer. Mais cela n'est possible que si nous acceptons de retirer nos projections et d'affronter ce qu'elles révèlent. Reconnaître que ce que nous aimons ou détestons chez l'autre fait partie de ce que nous ignorons, en nous n'enlève rien à la beauté de la rencontre. Cela la magnifie. Nous cessons de voir l'autre comme un sauveur, un ennemi ou une âme sœur idéalisée, pour le percevoir comme un messager de notre propre psyché. Dès lors, la relation prend une puissance symbolique. Elle ne se limite plus à un simple lien affectif, mais devient un terreau fertile d'autoconnaissance. Se délester de nos projections est un défi douloureux. Il exige le courage de renoncer au récit confortable, de lâcher l'image idéalisée de l'autre et de faire face à nos plaies intérieures. Mais c'est aussi un acte de liberté. Quand nous comprenons que l'intensité de la connexion reflète une dynamique psychique profonde, nous assumons ce que nous ressentons. Nous ne sommes plus à la merci de l'autre, mais appelés à regarder en nous, à intégrer ce qui fut séparé et à illuminer l'ombre de la lumière de la conscience. Jung affirmait que nul ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais bien en rendant consciente l'obscurité. C'est exactement ce que réalisent ces rencontres. Elles nous confrontent à notre propre ombre, et par là même détiennent le pouvoir de nous transformer. La connexion paraît inébranlable, non parce que l'autre est indispensable, mais parce qu'il révèle quelque chose que nous ne pouvons plus ignorer. Lorsque nous l'acceptons, le lien cesse d'être une prison pour devenir un portail. Il existe un mystère silencieux derrière certaines rencontres, ce type de connexion qui semble défier toute raison et qui pulse pourtant d'une force ancestrale. Jung décrivit deux archétypes majeurs pour expliquer ce magnétisme invisible. L'anima, principe féminin dans l'inconscient de l'homme, et l'animus, principe masculin dans l'inconscient de la femme. Forces intérieures, elles se manifestent souvent par une projection intense sur l'autre, éveillant une attirance dépassant notre entendement. Lorsqu'une personne incarne symboliquement l'anima ou l'animus que nous portons, nous ressentons un mouvement au plus profond de notre âme. La connexion ne naît pas seulement de l'affection ou d'une compatibilité extérieure. Elle jaillit d'une rencontre avec un aspect psychique inconscient et souvent idéalisé. Voilà pourquoi ces liens nous paraissent si indispensables, si invincibles. Nous sommes en quelque sorte épris d'une part de nous-mêmes qui prend forme en l'autre. Ces archétypes ne sont pas de simples symboles romantiques. L'anima et l'animus médiatisent le conscient et l'inconscient. Ils nous relient au monde du symbole, à la créativité, à l'intuition et à l'expression profonde de ce qui naît en nous. En projetant ces images archétypiques sur une autre personne, nous ouvrons une brèche où l'inconscient peut se manifester. L'envoûtement, le sentiment de sacré, la reconnaissance immédiate s'expliquent ainsi. L'autre devient un canal de révélation intime. Cette projection comporte toutefois ses risques. L'image idéalisée de l'anima ou de l'animus est chargée d'attentes irréalistes. Nous exigeons de l'autre une perfection qu'il ne peut tenir. Lorsque la réalité s'impose et que l'autre apparaît humain, imparfait et contradictoire, la chute est douloureuse. Pourtant, cette déception est une opportunité d'évolution, un appel à retirer la projection et à intégrer l'archétype en soi. La force de la connexion est donc authentique, non pas parce que l'autre serait notre moitié perdue, mais parce qu'il a déclenché en nous un processus interne menant à l'autoconnaissance. Quand il devient impossible de se détacher de quelqu'un, c'est souvent parce qu'une activation archétypique puissante s'opère. L'autre incarne ce qui manque dans notre psyché, ce qui réclame reconnaissance, accueil et incorporation dans notre conscience. Ce processus est au cœur de l'individuation. Parfois, ces connexions surviennent en période de transition, de crise ou de quête intérieure. L'apparition d'une personne évoquant l'anima ou l'animus agit comme catalyseur. Une agitation nous saisit, un sentiment que cette rencontre revêt un dessein caché. Souvent, ces personnes réveillent en nous talents endormis, sensibilité oubliée, courage ou spiritualité. En touchant ces archétypes, nous activons des forces créatrices et transformatrices en nous. Le défi majeur est de reconnaître que l'autre n'est pas une fin en soi, mais un messager. La relation n'a pas à disparaître, mais doit se transformer. L'image archétypale projetée doit être intégrée en soi. La femme accueille son animus,
force, clarté, action, et l'homme, son anima, réceptivité, profondeur émotionnelle, intuition. Alors, la relation cesse d'être un jeu de manque pour devenir un espace de croissance mutuelle. La connexion inébranlable peut alors se révéler comme l'appel le plus profond de la psyché à se replier sur elle-même. L'autre est le point de départ, non l'arrivée. Jung nous rappelle que le véritable amour commence lorsque la projection s'achève. À ce stade, le lien gagne en force, non parce que nous sommes prisonniers de l'autre, mais parce que nous sommes libres de l'aimer pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il projetait de nos fantasmes inconscients. Certains rapprochements semblent avoir été écrits bien avant de se produire. Ce sont ces moments où deux vies se croisent de façon improbable mais nécessaire, nous faisant penser « ce n'est pas un simple hasard ». Pour Jung, ce sentiment n'est pas une illusion, mais la manifestation de la synchronicité, l'un des concepts les plus profonds et mystérieux de sa psychologie analytique. La synchronicité désigne la coïncidence signifiante de deux événements non liés causalement, mais qui, lorsqu'ils surviennent ensemble, prennent un sens subjectif si puissant qu'ils paraissent guidés par un ordre invisible. Lorsqu'un lien paraît inébranlable, souvent une toile de synchronicité l'a tissé en coulisses. Petits choix, hasard, changement de trajectoire, pressentiment, coïncidence répétée, tout semble avoir conspiré pour que ce moment ait lieu. Et pas seulement le moment de la rencontre, mais la façon dont elle résonne dans notre vie psychique. Ces signes nous éveillent à l'idée que la vie n'est pas une simple succession de causes et d'effets, mais un champ symbolique où l'inconscient communique à travers les événements extérieurs. Jung développa ce concept avec le physicien Wolfgang Pauli, affirmant que la synchronicité révèle une connexion entre le monde interne, psyché, et le monde externe, matière, par le sens plutôt que par la logique. Autrement dit, ce que nous ressentons intensément se manifeste à travers des événements contenant la même énergie symbolique. Une rencontre peut ainsi dépasser le hasard. Elle peut refléter un besoin inconscient, un mouvement intérieur en quête de manifestation. La personne surgissant alors sur notre chemin porte souvent ce que nous devons voir, affronter ou transformer. La beauté et la étrangeté de la synchronicité résident dans sa capacité à montrer que la réalité extérieure fonctionne comme un miroir du monde psychique. Ce que nous vivons comme destin peut n'être que l'expression externe d'un processus interne de maturation. Cela change radicalement notre rapport aux liens humains. Nous comprenons que certains attachements n'ont pas seulement une raison émotionnelle ou historique, mais un sens symbolique. Ils apparaissent à des moments clés, dans des contextes nous poussant à changer, à nous éveiller, à grandir. Ces rencontres synchroniques portent souvent une intensité transformatrice, parfois une familiarité immédiate, un « je te connais » chez un inconnu. Parfois, en période de douleur, elles jouent le rôle de phare dans l'obscurité. Parfois, elles sont éphémères, et pourtant leurs effets durent des années, comme si l'âme y avait appris quelque chose d'essentiel. Dans tous les cas, la synchronicité nous invite à écouter, à reconnaître qu'il existe un ordre plus profond, guidant notre expérience. Comprendre cette dynamique ne signifie pas basculer dans une mystique naïve, mais reconnaître l'activité, la créativité et le symbolisme de l'inconscient, qui s'exprime par les images, les rêves et, oui, des coïncidences chargées de sens. Les connexions inébranlables deviennent alors moins l'évocation d'une relation fixe que l'apprentissage symbolique qu'elles procurent. Elles sont des portes ouvertes vers un nouveau niveau de conscience. L'autre cesse d'être seulement une personne. Il devient la représentation vivante de ce qui cherche à émerger en nous. Ce type de rencontre demande attention, présence, écoute. Plutôt que de céder au contrôle ou à l'anxiété de comprendre l'autre, nous sommes invités à plonger dans le sens qu'il porte. Qu'est-ce que cette personne active en moi? Que dit sa présence de mon chemin de vie? Quel archétype est en jeu? Quel récit intérieur ce lien révèle-t-il? En posant ces questions, nous cessons de voir les liens comme de simples hasards ou besoins, et nous les accueillons comme partie intégrante de notre trajectoire symbolique. La synchronicité nous rappelle que nous évoluons dans une réalité vivante et symbolique, et que, lorsqu'une âme est prête, la rencontre a lieu, non par hasard, mais par nécessité, pas simplement par désir, mais par dessein. La connexion qui paraît inébranlable peut être l'appel silencieux de l'inconscient, utilisant l'autre comme langage pour nous mener vers la totalité. Toutes les connexions intenses ne sont pas des histoires d'amour. Certaines sont de véritables rites de passage, des liens si profonds et exigeants
qu'ils agissent comme portail vers une nouvelle étape de la vie psychique. Jung appelait ce processus individuation, le chemin vers l'intégration de la totalité du soi. Et souvent, c'est précisément à travers l'autre que ce voyage commence. Quand une connexion nous bouleverse au point de nous déstabiliser et de nous forcer à plonger en nous-mêmes, nous ne vivons pas seulement une relation, nous sommes initiés à nous-mêmes. L'individuation n'est pas un chemin confortable, elle demande d'affronter l'ombre, de faire face à nos complexes, de déconstruire des identités rigides et d'ouvrir la porte à l'inconnu en soi. Quand quelqu'un entre dans notre vie et active tout cela, il y a une réelle chance que ce lien serve notre croissance psychique. La connexion, aussi chaotique ou sublime soit-elle, devient un miroir nous obligeant à voir qui nous sommes vraiment et qui nous pouvons devenir. La force d'un tel lien ne provient pas d'une harmonie constante ou d'une idéalisation romantique, mais du choc. La relation ébranle nos structures intérieures, brise nos illusions, révèle nos blessures anciennes. Elle ouvre aussi des portes, elle peut révéler des talents endormis, des passions réprimées, des vocations oubliées. En touchant notre vulnérabilité, elle nous pousse vers la reconstruction. C'est un processus alchimique. La matière brute de l'âme est mise au feu de la relation. Et ce qui en ressort, après la douleur, la confusion, l'abandon, est plus vrai, plus intègre, plus conscient. Cela n'arrive pas toujours dans des liens durables. Parfois, quelques jours, quelques semaines, voire une seule rencontre suffisent à amorcer la transformation. Le temps chronologique importe moins que l'intensité symbolique de l'expérience. La personne surgissant dans ce contexte, impossible à oublier ou à fuir, porte souvent un aspect de notre psyché en demande de passage, d'où ce sentiment de destin, de nécessité, de quelque chose de plus grand guidant le tout. Et ce quelque chose de plus grand n'est pas à l'extérieur, il est au plus profond de l'inconscient. L'autre devient en ce sens un initiateur, non pas pour guider ou sauver, mais pour allumer la flamme. Il nous révèle notre déséquilibre, nous signale les parts de nous-mêmes à récupérer. Et même si la relation ne se maintient pas concrètement, l'impact symbolique perdure. C'est comme si le lien avait joué son rôle archétypal, nous faisant quitter la surface pour plonger dans les couches authentiques de notre être. Cette transformation est douloureuse car elle brise l'ego. Ce que nous pensions de nous-mêmes ne tient plus. Les masques tombent, les rôles se dissolvent et un vide nécessaire apparaît pour laisser naître du neuf. La connexion inébranlable peut en réalité nous enseigner le lâcher-prise, la force d'aimer sans posséder, la capacité de reconnaître l'autre comme maître de lui-même et non comme prolongement de nos désirs. Cet apprentissage est une étape décisive de l'individuation. Lorsque nous percevons l'autre non plus comme un idéal, un ennemi ou un sauveur, mais comme un miroir sacré de notre processus intérieur, alors quelque chose s'organise dans l'âme. Nous aimons avec davantage de conscience, nous nous relions avec plus de vérité et nous avançons avec plus d'autonomie. Paradoxe, c'est précisément ainsi que les liens deviennent plus libres et pour cette raison plus profonds. L'individuation ne réclame pas la fin du lien, mais sa transcendance. La relation n'a pas besoin d'être abandonnée, mais réinterprétée. Il est possible de rester aux côtés de l'autre si chacun s'engage dans son propre chemin de maturité. Et si le lien a déjà accompli son rôle symbolique, il faut accepter qu'il puisse évoluer, ou même se dissoudre, sans que cela ne diminue la profondeur de la connexion vécue. Le sentiment d'un lien inébranlable peut être réel, non parce que le lien durera éternellement, mais parce qu'il nous a transformés à jamais. L'expérience demeure, l'empreinte subsiste, l'enseignement nous accompagne. La connexion fut un portail, l'autre un symbole, et nous, les initiés à notre propre vérité. Certaines connexions ne suivent aucune règle de logique. Elles nous dérangent, nous révèlent, nous confrontent à tout ce qui sommeille en nous. Il ne s'agit pas seulement d'une rencontre entre deux personnes, mais d'un appel intérieur prenant forme à travers l'autre. Quand nous pressentons qu'un lien est inébranlable, peut-être vivons-nous bien plus qu'une simple histoire d'affection. Nous traversons un rite symbolique d'individuation. La projection dévoile ce que nous nions. L'anima et l'animus montrent ce que nous devons intégrer. La synchronicité signale un dessein invisible. Et le lien lui-même devient le portail nous conduisant vers la totalité. Reconnaître la valeur psychique de ces rencontres nous délivre de la passivité émotionnelle et nous ramène à notre propre chemin. Chaque connexion intense est, en vérité, une occasion d'éveil. Peu importe si l'autre est resté ou parti. L'essentiel est ce qu'elle a activé en nous.
Si cette réflexion a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle pourrait bien être la prochaine étape de votre processus d'autoconnaissance. Votre voyage ne s'achève pas ici, il ne fait que commencer.